Secrets de nature. Pour tout savoir sur la nature, une émission proposée par Florian Aquin. Aujourd'hui, rencontre avec Jonathan Roulin du Courtil des possibles de Plumogat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Secrets de nature. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jonathan Roulin. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Jonathan ou Jonathan ? On dit Jonathan. D'accord, bonjour Jonathan, comment vas-tu ? Ça va, merci de m'accueillir. Avec plaisir, depuis le temps qu'on essaie. Donc tu te définis comme un gardien d'oasis. Après ton BTS en production animale et plusieurs années comme responsable d'élevage, tu reprends en 2012 la ferme familiale. Très vite, tu la transformes en profondeur, passage en bio, autonomie en semences, plantation de haies, développement d'un système herbagé et même installation d'un robot de traite. Mais en 2020, tu fais un virage important. Tu vas ouvrir le lieu à d'autres porteurs de projets, apiculteurs, maraîchers, éleveurs, pour créer ensemble un écolieu collectif. Puis en 2023, tu décides de tourner la page de l'agro-industrie pour devenir gardien d'oasis de 8 hectares, un lieu vivant avec ses bambous géants, sa forêt nourricière, ses habitats légers et ses espaces de partage. Aujourd'hui, tu développes des activités sociales, pédagogiques et artistiques en route vers la labellisation Accueil Paysan que tu pourras nous expliquer tout à l'heure. Une belle aventure humaine et écologique guidée par le partage, l'autonomie et la reconnexion au vivant. Alors, quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois et est-ce que tu te serais imaginé là, il y a 10 ans ? Alors, il y a 10 ans, peut-être que j'avais déjà les petites graines qui germaient dans mon esprit. Il y a 15 ans, carrément pas. Il y a 15 ans, je pense que je suivais un peu l'autoroute de l'agro-industrie dans laquelle j'ai baigné, fils d'agriculteur, donc... J'ai grandi dans ce schéma-là, une agriculture conventionnelle qui est dite raisonnée quand même. Donc en fait, le cheminement s'est fait beaucoup à partir de l'année 2012. Donc mon installation est vraiment en faisant face au vrai visage finalement de toute l'industrie agricole, que ce soit les concessions de robots, que ce soit les grandes coopératives, les grands syndicats agricoles, la SAFER, tout ça. Enfin, ça m'a permis de vraiment, peut-être de mon point de vue, aujourd'hui je parle du mot infiltré, ça paraît un peu fort, mais c'est vraiment, pour moi ça a été une étape très importante de baigner vraiment dans ce monde-là pour apprendre à moi-même me connaître et petit à petit en fait tracer ma route en sortant tranquillement de l'autoroute qu'on m'avait un peu préconditionnée, quoi. Donc comme tu disais, fils d'agriculteur, à quoi ressemblait du coup l'enfance de Jonathan Alors, mes parents, donc, comme un peu toute l'agriculture qu'il y a autour de chez moi, ils étaient dans une agriculture quand même conventionnelle, mais qui correspond aux 30 Glorieuses, où on poussait à produire, où on avait un peu normalisé aussi de mettre des animaux en case, des veaux de boucherie. Et dans d'autres élevages à côté, c'était de la volaille en hors-sol. Mais à côté de ça, j'ai un papa qui était quand même très ouvert sur la diversité de la nature et il amenait quand même des fourrages diversifiés aux animaux comme des betteraves, des choux. Il était moins dans l'idée de produire du maïs seulement pour la monoculture pour les animaux. Donc il avait déjà une approche quand même assez raisonnée au vu du contexte global dans lequel il était agriculteur, quoi. Et ma maman était peut-être plus proche des techniciens commerciaux agricoles, techniciens aliments, techniciens... Donc elle aimait... elle était, je pense, un peu plus influencée en fait, par ces schémas de production où on pousse l'animal à produire. Mais c'est vrai que dans la même ferme, il y avait un peu deux approches différentes. Et donc, pour moi, c'était déjà un facteur de comparaison. Mais c'est vrai que quand on est petit et qu'on grandit avec des animaux
enfermés en case, comme des veaux de boucherie, je pense que inconsciemment, on se rend compte que l'animal est enfermé, est très à l'étroit d'un bout à l'autre de sa vie, qui est courte en plus, dans des conditions quand même plutôt sombres. Mais petit, en fait, quand on grandit avec ça, on ferme les yeux, on ne regarde pas les yeux des animaux. Je pense qu'inconsciemment, on se protège, on crée une carapace. On oublie que c'est quelque chose de vivant. Et je pense que c'est ce qui fait que dans la vie, si on n'a pas des déclencheurs qui nous reconnectent à cette notion de vivant, on perpétue, on répète les schémas. Et on reste finalement, comme tous les schémas, un peu de violence dans les schémas familiaux. En fait, si on n'ouvre pas un peu de regard et de conscience sur ce qu'il y a, les événements, et qu'il n'y a pas de prise de recul, on n'évolue pas. On reste dans ces mêmes schémas, quoi. Mais du coup, on a bien compris que tu avais eu vraiment un changement d'état d'esprit, mais pendant quelques années, tu as quand même été éleveur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te plaisait quand même dans ce métier ? La polyvalence. Alors, particulièrement avec l'élevage laitier, ce que j'aimais, c'est que c'est beaucoup quand même tourné sur l'extérieur. Mes parents avaient quand même une petite structure où les champs autour et qui valorisait quand même beaucoup l'herbage. Et ça de voir les animaux dehors, mon père est bâtisseur, donc il était très autonome dans la construction, que ce soit au niveau des maisons ou des étables pour les animaux et les hangars. Il avait vraiment cœur à bâtir, et donc il nous a beaucoup transmis ça, nous les enfants. Et du coup, c'était très riche de différentes activités. C'est pas des schémas très répétitifs comme des schémas hors sol, où là, le quotidien se répète quand même beaucoup plus, quoi. Donc moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup et ce qui m'a fait prendre aussi cette voie-là, quoi. La relation à l'animal, peut-être, elle était comment, du coup ? Eh bien, je ne dirais pas que j'avais une relation très proche de l'animal. Je pense que j'avais une relation... j'avais cette vision un peu fermée, en fait, où l'animal d'élevage est là pour produire. Et parce que c'était ma normalité, c'était comme ça que je voyais... C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que... Et je pense que toutes les revues agricoles qu'on reçoit en tant qu'agriculteur nous dessinent ça dans le bien aussi, en fait, voilà, faut nourrir le monde et l'élevage, c'est normal, et il faut presque oublier que c'est vivant pour pouvoir produire, pour nourrir le monde, quoi. Et est-ce que tout ça s'est fait en douceur, cette prise de conscience, ou est-ce que tu as peut-être eu un électrochoc Alors, j'ai eu un parcours, bien sûr, aujourd'hui, je considère que c'est une énorme chance, mais c'est un parcours très, très bousculé. Installé en 2012, donc au début avec mon papa et ma maman, qui se sont séparés l'année suivante. Donc mon papa est sorti la première année, et quand le bâtiment était encore en construction. Mais c'est des choses que, bien évidemment, était prévisible. Enfin, j'avais 23 ans, c'était des choses j'aurais pu anticiper, mais bon, moi j'étais à fond dans mes projets d'installation, un peu tête baissée à l'âge-là. Et donc, je comprenais complètement le point de vue de mon papa comme le point de vue de ma maman sur le fait qu'il y a une séparation. Je comprends que des fois, les chemins prennent deux directions. Mais pour autant, ça a été un énorme déclencheur. Et je me rendais compte, finalement, ça a été une clé pour moi aussi pour choisir ma voie. Et aller vers un système encore plus herbagé, puis biologique en 2015. Et j'ai réalisé qu'en apprenant à m'écouter, je répondais plus au code de loyauté familiale. Et je me rendais compte que peut-être, par exemple avec ma maman, j'étais beaucoup aimé par ce que je faisais et pas par qui j'étais. Et donc là, ma maman étant
le lieu étant... elle était héritière du lieu, donc c'est ses parents qui étaient agriculteurs avant elle sur le lieu. Donc ça a été assez complexe avec tous les cordons financiers que j'avais avec ma maman, tout ça, de m'extraire et de choisir ma voie. Ça a été assez complexe parce que c'est pas une voie qu'elle aurait prise particulièrement. Et par contre, mon papa, qui lui était à l'extérieur, était à fond. Il a été très soutenant dans ces projets-là. Et en même temps, je comprenais ma maman que je venais tout bousculer en sachant qu'on est entouré de monde conventionnel. Donc moi, j'amenais une nouvelle vision dans mon secteur, tout en restant très lourdement accroché en fait, à l'industrie, puisqu'en m'installant, j'ai construit un grand bâtiment avec des robots de traite, donc d'un niveau d'endettement très, très important. Et donc, ça a été vraiment, je pense, la première bouscule, donc la séparation de ma maman, et en même temps, la première clé pour que j'aille vers moi-même, que j'apprenne à m'écouter, et finalement que je commence à briser les schémas de loyauté familiale, qui ne sont pas positifs, parce qu'il y en a qui sont positifs, qu'il faut garder. Et donc, ça a été le début du cheminement. Et tu n'en as pas encore parlé, mais pour que les gens comprennent, souvent des bovins, des vaches se retrouvent dans les étables, ce qui est dû aussi parfois aux parcellaires, avec des champs très loin. Donc les agriculteurs n'ont pas la possibilité de faire pâturer leurs vaches et qu'elles soient au maximum à l'extérieur. Aussi de pouvoir laisser les veaux sous la mer, même si c'est encore un peu une autre question. Mais toi, si j'ai bien compris, il y a aussi eu un gros travail et énormément d'échanges de parcelles avec les autres agriculteurs du coin, ce qui a peut-être aussi permis d'échanger et de créer quelque chose d'un peu plus collectif avec ton territoire. Ouais, alors moi, en fait, j'ai un parcours particulier dans le monde agricole parce que je ne suis pas quelqu'un de terrien à l'origine, mais en fait, mes parents n'ayant que 35 hectares, à l'époque, j'avais cette vision que ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai eu l'opportunité en fait, d'avoir des agriculteurs qui cédaient, qui partaient en retraite autour de chez moi. Et donc, déjà, c'était des parcelles qui n'étaient pas loin. Et puis après, sur 5 ans, il y a eu un énorme travail que j'ai initié et puis après qui a été soutenu par la mairie. Ça s'est fait au niveau communal. Et donc, il y a eu énormément d'échanges avec les agriculteurs de la commune qui font que j'ai réussi à quasiment tout mettre d'un seul tenant. Et donc, c'est un parcours à très forte croissance en termes de surface, puisque je suis passé mes parents avaient 35 hectares, en m'installant j'en ai eu 60, et je suis passé sous 5 ans jusqu'à 165 hectares, en sachant que mes parents sont sortis tous les deux à un moment donné, et j'ai eu d'autres mouvements sociaux que je pourrais soulever tout à l'heure, mais les échanges parcellaires ont été une vraie clé d'amorce qui donnait le possible, en tous les cas, sans avoir un parcellaire groupé. En effet, on enlève complètement les possibilités de projet, parce qu'on est dispersé. Et donc, ça a été une vraie clé pour moi, très favorable surtout à l'élevage laitier, d'avoir les animaux qui passent d'un champ à l'autre, de réintégrer des haies cohérentes pour retrouver un maillage bocager logique, avec des parcelles autour de 1,5 hectare, 2 hectares, et qui permet la circulation des animaux, l'abreuvement facilité aussi à chaque paddock, chaque parcelle pour les animaux. Et donc en fait, ça a été l'échange parcellaire, c'est vraiment la clé pour pouvoir imaginer des possibilités derrière. Plus on est dispersé, plus on limite les possibilités, et surtout plus on oriente l'élevage vers du hors-sol, puisque on limite l'accès au sol des animaux. Et donc c'est la clé de voûte, je pense, de tout ce qui est arrivé derrière, quoi. Ouais. Et donc les haies, vous en avez planté beaucoup, je crois. C'était avec Bresse-Bocage ou... Oui. Ouais. Alors, il y a eu 7 km à peu près de plantés avec Bresse-Bocage. Et après, j'ai laissé naturellement des haies en laissant le roncier se développer dans des endroits cohérents autour des grandes parcelles. Pour créer des manteaux autour des parcelles, j'ai laissé les ronciers, le berceau de la haie, où là, il y a à peu près 2 km qui ont été réimplantés naturellement.
qui au début c'est beaucoup du saule, du châtaignier, du chêne, des variétés locales qui poussent naturellement et qui sont aussi très favorables l'hiver pour prolonger la période de pâturage. Ça abrite beaucoup les animaux, quoi. Et donc, à un moment donné, tu décides de quitter l'élevage laitier, si j'ai bien compris. Pour quelles raisons ? Alors, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, donc la séparation de mes parents. Il y a eu une association aussi qui a été très riche d'apprentissage, mais qui a été marquée par un très gros accident sanitaire en 2017. Et en fait, avec la prise de recul de tout ce qui arrivait, c'est comme si on m'avait parfaitement programmé pour répondre justement à cette autoroute de l'agro-industrie. Et finalement, la vie faisait que je ne pouvais pas y rester. Je pouvais être très performant dans ce système-là. Mais à la fois, c'est comme si, au fur et à mesure de mon chemin, j'observais mes animaux. J'observais aussi nos besoins alimentaires. Je savais que dans le monde, quand on sort des schémas occidentaux, des gens vivent complètement différemment et vivent pas en se nourrissant de viande tous les jours, ni abreuvés de lait tous les jours. Et je me dis, mais pourquoi enfermer à ce point des animaux dans des schémas d'exploitation, les sélectionner génétiquement au point qu'ils deviennent esclaves de leurs cellules et pourquoi faire tout ça plutôt que de revoir un peu notre profil de consommation, faire comme il y a 2 ou 3 générations déjà, avoir une vision plus noble de la viande et arrêter de la manger tous les jours, avoir une vision. Et puis, voilà, derrière le lait se cache aussi beaucoup d'exploitation des animaux. Et c'est pas enlever la notion de plaisir de partager un bon bout de fromage, mais peut-être de revoir la quantité qu'on mange tous les jours et de se dire, finalement, aujourd'hui, personnellement, je mange peut-être 10 fois moins de viande qu'il y a seulement 2 ou 3 ans. Et pour autant, je me porte très bien. Et c'est ce qui m'a fait m'ouvrir à la cueillette sauvage, à des choses que je n'aurais pas pensé avant, à la cueillette sauvage, les légumes perpétuels, à plein d'autres formes d'alimentation. Et en fait, c'est un chemin qui est très personnel, qui dicte pas une vérité, en fait, mais c'est ma vérité à moi. C'est mon expérience que je lis et que j'observe et qui me permet d'expérimenter différemment la vie, quoi. Donc, voilà. Mais du coup, que je comprenne bien, le robot de traite automatique, là, il est resté... Combien de temps il a servi ? Et tu parlais tout à l'heure d'un fort taux d'endettement. Donc j'imagine que ça devait être d'autant plus difficile de prendre une décision comme ça, d'arrêter l'élevage laitier. Donc combien de temps finalement ça a duré ? Et résultat, tu t'es porté vers quel projet tu as été après ? Alors, en effet... Alors, c'est particulier, donc je mets le bâtiment, le robot. En fait, oui, en effet, c'était des chaînes financières énormes. Et je pense que dès la première année, je me suis aperçu qu'on nous nommait chef d'exploitation. Et de mon point de vue, en fait, je me suis très vite aperçu qu'on est principalement des applicateurs d'ordonnanciers, que ce soit par la pharma ou par les grandes coopératives. Finalement, on a des leviers chacun sur nos structures, mais en réalité, on est tellement branchés partout qu'on n'est pas du tout... on n'a plus de marque de souveraineté en nous. En fait, on est tellement tenu qu'on devient des applicateurs et qui doit suivre le cadre et soutenu par des aides, PAC ou autres, mais qui nous permettent de rester dans les cases voulues du système. Et en fait, je me suis aperçu de ça très rapidement, l'attachement aux concessions. Quand on est dans une marque de robot, on est bloqué avec cette marque, tellement les chaînes financières sont importantes qu'on ne peut pas se changer de couleur de robot du jour au lendemain parce que voilà, on est attaché financièrement à une structure. Et donc, dès le début, en fait, je me suis aperçu, après la construction de mon bâtiment, je me suis dit, mais j'ai construit ma prison. Et c'est vraiment ce qui est venu en moi. Et j'ai compris que j'avais pris 12 ans pour une partie, 15 ans pour l'autre.
Et j'ai dit, j'ai compris tout le rouage comptable, fiscal, de la MSA et tout ça, et tout ce qui était fait pour qu'on persévère dans ce rouage et que c'est très difficile de s'extraire. Et donc, moi, comme je m'en suis aperçu très vite, j'ai dit, il faut que j'assume. J'ai signé pour les robots, j'ai signé voilà, avec ma maman pour le lieu. Et en fait, j'ai décidé de ne pas être en colère, j'ai décidé de me responsabiliser et d'assumer un peu cette peine de ma vision. Et finalement, j'ai fait le chemin pour l'après. J'ai dit, je vais en faire mon école. De cette prison, je vais en faire mon école. Et de là, j'ai appris à produire mes semences. J'ai appris à remettre les animaux à leur place, donc en remettant les veaux sous les mers. C'est pas sans erreur, c'est pas sans être bousculé. Mais en tous les cas, j'ai essayé de reprendre le chemin, de remettre les éléments à leur place et de réapproprier un savoir, produire mes semences de maïs, par exemple. Le maïs qui était devenu un concentré, qui n'était pas venu la ration de base. C'était une ration de base avant. Et finalement, j'en ai fait, c'était juste le petit bonbon, en plus de l'herbe. J'ai remis l'herbe vraiment au cœur du projet, parce que les animaux sont herbivores. Et en fait, petit à petit, j'ai remis leurs choses à leur place. Et puis, en 2020, après tous ces mouvements sociaux, un bel accident sanitaire, en 2020, voilà, ça faisait 4-5 ans que ça mûrissait dans ma tête, mais j'imaginais en fait retrouver, en fait, plutôt que nourrir des gens en bout de chaîne à l'usine, j'avais à cœur en fait de retrouver de permettre de refaire vivre des gens au sol, et de là est venue l'idée logique en fait de repartager la structure à partir de 2020 en installant Arnaud, un apiculteur en plein milieu de l'écoterritoire. Après, il y a eu Enora en maraîchage, Mathieu en chèvre, Antoine en bovin allaitant, et en fait retrouver une multi-activité paysanne cohérente, où on retrouve les synergies entre chaque atelier. Par exemple, les cochons à Antoine récupèrent les légumes non vendus d'Enora. C'est des choses qui étaient très logiques il y a seulement 2 générations, qui ont été perdues, mais qui faisaient que il n'y avait pas on jetait rien. Et il y avait de l'échange naturel, et les structures grandissaient un peu ensemble. Il y avait on était moins dans cette compétitivité, on était plus dans un esprit fraternel. Donc c'est un peu cette idée de retrouver ce village un peu gaulois, où on retrouve toutes les personnalités des humains très ancrés, terre à terre, avec des humains plus aériens qui amènent peut-être un peu de légèreté, et puis et des possibles. Et donc, en fait, c'était vraiment... j'avais à cœur c'est peut-être un rêve d'enfant, finalement, de grandir dans une forêt avec tous ces corps de métier, que ce soit paysan, artisanal ou artistique. Et donc, ça a commencé, la multi-activité paysanne a permis de stabiliser le lieu. Donc, le lieu se nomme le Courtil des Possibles. Il a été baptisé comme ça en 2020. Et c'est une entité libre, elle est comme les soulèvements de la terre. C'est pas une entité juridique. Et à partir de là, donc, de cette multi-activité paysanne, aujourd'hui, moi, je suis passé de 165 hectares en quelques temps à seulement 8 hectares. Parce que voilà, je me suis dit, mais en fait, la vraie performance, c'est pas d'avoir toujours plus d'hectares. Et la vie a permis que j'expérimente ça. Et j'ai dit, la vraie performance, finalement, c'est d'être capable de vivre avec le moins d'hectares. Et il y a beaucoup d'épanouissement aussi dans cette notion de partage, de voir d'autres personnes grandir autour de toi. Avant, les gens que je nourrissais, je ne les voyais pas. Aujourd'hui, je vois les gens grandir autour de moi, et je vois les villages renaître aussi, puisque, bien évidemment, les villages en campagne, plus on exploite, plus on a des grandes surfaces, plus on éteint les villages. Et aujourd'hui, je vois des villages qui s'éteignaient au fil des années, qui renaissent avec des enfants qui arrivent, voilà, et des activités qui sont en synergie, des humains qui grandissent ensemble. Et ça fait... il y a quelque chose de très épanouissant dans cette vision-là. En fait, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est comme si le grand éco-territoire dans lequel on vit, le Courtil des Possibles,
chaque humain est un artiste qui peint un bout de toile. Et alors, il en a plus ou moins conscience selon le lien qu'il a avec le lieu. Mais moi, de mon prisme de vue, c'est vraiment des artistes qui peignent un bout de toile qui est en mouvement, une toile qui est en mouvement, qui vit tout le temps. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à un stade où moi, sur ces 8 hectares qui me restent, on l'appelle, c'est l'oasis du Courtil. Hein. Ces 8 hectares, c'est un lieu où moi, j'ai fait le choix d'aller vers une agriculture pérenne. Donc, c'est des projets qu'on peut nommer aussi plutôt naturalistes. C'est vraiment il n'y a plus de travail du sol, il n'y a plus de... On est vraiment dans la notion de durabilité. Donc, c'est des plantations qui ont vocation à ne pas être détruites. Il y a 4 hectares qui sont en plantation de bambou géant. Donc là, la principale vocation, c'est l'éco-construction. Donc, l'idée, c'est de pallier le bambou et le torchis, la bauge de chez nous, pour construire des habitats totalement réversibles. Donc ça, c'est vraiment dans 10 ans. Donc, ma forêt, aujourd'hui, elle a à peu près 3 ans. L'idée, c'est que dans une dizaine d'années, j'y intègre, dans des clairières de cette forêt, que j'y intègre des habitats autoconstruits avec mes frangins qui travaillent aussi dans l'éco-construction. J'y intègre de l'habitat et permettant de sensibiliser à l'agrotourisme, de sensibiliser à d'autres possibles. Et il y a aussi, sur cette oasis, il y a 2,5 hectares de forêt nourricière. Donc là, c'est un concept qui se situe entre la forêt naturelle et la forêt naturelle et le verger en monoculture. Donc c'est une forêt qui mélange des essences champêtres, hêtre, chêne, châtaignier, le bouleau, enfin les arbres qu'on a sur nos haies, sur nos forêts, et des arbres nourriciers. Des arbres nourriciers fruitiers, donc ça part du buissonnier aux grandes strates, avec toutes sortes de fruits, pommes, poires, ça va du petit fruit, le cassis, la framboise. En fait, il y a 45 espèces différentes pour l'instant. L'idée, c'est vraiment de diversifier à fond. Et j'y intègre aussi des arbres à vocation artisanale, donc le paulownia. Le paulownia en fait partie. C'est un arbre qui a énormément d'atouts. C'est l'arbre à la plus forte croissance, tout simplement. Donc, il est capable de stocker du carbone et très rapidement, et comme le bambou. Hein. Et sauf qu'il a la qualité d'être imputrescible et à vocation pour faire du meuble, il était à l'origine beaucoup pour les planches à voile. Il était beaucoup utilisé pour ça, le fait qu'il soit imputrescible. Mais il a plein d'autres qualités, il est léger et dense. Et donc, il permet de construire et d'aller vers des possibilités aussi très importantes. Je vais te poser d'autres questions après sur cette fameuse forêt nourricière. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière parce que du coup, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Et en fait, je trouve que c'est intéressant ton passage, le fait que tu aies quitté l'élevage, hein, mais en vrai, ce n'est pas très clair encore pour moi. Combien de temps ton robot de traite est resté? Et c'est surtout dans l'idée que je me dis qu'il y a d'autres agriculteurs qui doivent certainement se sentir prisonniers de tous les investissements qu'ils ont eus. Et moi, je me demande un peu comment du jour au lendemain, tu as pu sortir de là quand on voit le taux de suicide chez les agriculteurs et la pression qu'ils se mettent et à quel point ils peuvent se sentir prisonniers. Comment toi, c'est pour ça aussi, je me demandais combien de temps ce robot a pu servir, parce que je ne sais pas combien tu l'as acheté, est-ce que tu l'as revendu? Et à un moment donné, du coup, quand est-ce que tu quittes l'élevage de manière définitive? J'ai pas très bien compris ça. Oui, c'est vrai. Alors, en gros, le robot, à l'époque, c'était 130 000 € sur 12 ans. Et à l'époque, dès le début, en voyant les problèmes de maintenance, la dépendance à la maintenance sur ces machines, et le fait qu'ils ne soient pas tellement adaptés à des animaux qui ne sont pas poussés. Donc en bio, les animaux en général sont beaucoup moins poussés et donc ont un niveau de lactation moins élevé, ce qui fait que les trayons sont plus proches les uns des autres, qui compliquent le branchement par la machine. Donc
Donc en fait, il y avait beaucoup de difficultés avec les machines à s'adapter à des vaches à niveau laitier moins important. Et du coup, ça a été... ouais, voilà, j'avais la conviction à l'époque j'ai dit, il faut que je tienne 12 ans, j'ai pas le choix. Je suis attaché, j'ai pas le choix, il faut que je tienne 12 ans. Et finalement, c'était plus fort que moi, j'ai dû arrêter à 11 ans, même 10 ans et demi. Le lait au bout de 10 ans et demi. Et donc, le robot n'était pas fini de payer, le bâtiment non plus. En effet, j'arrivais à un seuil où finalement j'arrivais en fin d'amortissement au niveau comptable quand même, et en même temps si j'avais continué, très vite il aurait fallu réinvestir pour pas être trop sous les charges MSA. Et en fait, c'est intuitif, hein. En fait, je pense que j'ai fait passer l'intuition avant la comptabilité. Et j'ai fait une sorte de confiance dans la vie, en fait, une sorte d'optimisme aussi, de me concentrer. L'idée de vivre dans quelque chose d'illusoire était plus fort que la peur d'expérimenter du nouveau. Et donc, c'est ce qui m'a fait dire stop, tant pis. Et voilà, et donc j'ai eu la chance d'avoir, c'est un exemple tout bête, mais par exemple, le fait d'avoir arrêté, le moment où j'ai arrêté, c'est pile poil où on proposait l'aide à la bio, qui était en difficulté à ce moment-là. Et en fonction des résultats comptables, on avait droit à une certaine aide. Et j'ai arrêté pile poil au bon moment pour accéder à l'aide qui m'a permis de payer ma bambousette. C'est un exemple. Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore en bio, si quand même. Si, depuis 2015, j'étais en bio. Et donc, du coup, c'était le passage en bio pour... Le passage en bio, c'était pour aller vers l'autonomie, c'était pour aussi être dans quelque chose être moins dans l'exploitation des animaux, être dans un type d'élevage plus doux aussi avec mes animaux. Mais le bio, c'est juste une étiquette en soi, hein. Ça permet, ça n'empêche pas... on peut être bio et intensif. C'est complexe, hein, pour le consommateur de s'y retrouver dans tout ça. Et je suis très pour la bio dans le sens où, en général, quand même, il y a beaucoup plus de respect de l'animal derrière. Et surtout, on n'utilise pas des pesticides. Donc, il y a quand même... Mais ce qui n'empêche qu'il y a des élevages bio qui touchent à certaines limites quand ils sont dans des schémas intensifs. Mais en fait, le robot, en fait, peut-être que j'ai chanté avec les lois comptables qu'on m'avait enseignées pour me permettre... J'ai créé une sorte de vide. Hein. J'ai créé une sorte de vide en faisant confiance. Et bizarrement, tout ce que je ruminais depuis des années, je voyais déjà les bambous géants, je voyais déjà la forêt nourricière, je voyais déjà... en fait, je voyais déjà ce village gaulois dans ma tête, c'était plus fort que moi, il était présent. Et finalement, c'est en osant faire le pas que... voilà, en effet, arrêter le lait, ça a été le premier très gros vide que j'ai osé. Et qui m'a ouvert à créer plein d'autres vides derrière. Mais finalement, quand tu vides, tu permets l'abondance, mais alors pas que financière, hein, c'est l'abondance de joie, et c'est comme si... ça peut paraître un peu perché, mais c'est comme si il y a une sorte de magie qui opère. Quand tu écoutes ton cœur, ça ouvre un canal qui fait que ça finit par se réaliser. Et donc, au fil du temps, quand je me suis aperçu que créer ces vides-là me permettait de créer, j'ai compris que finalement, c'était pas des vides que je créais, je remplissais à chaque fois, quoi. Et ce qui m'a permis de continuer à œuvrer. Et pour la forêt nourricière, j'ai eu accès à une autre aide, qui est un financement par une MyTree, donc une entreprise qui collecte les fonds carbone des autres entreprises. Et qui a été un bon levier aussi, hein, pour développer cette forêt que j'imaginais et qui est
qu'au début de son œuvre, puisqu'elle a seulement 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai pas idée de toutes les espèces qu'on va pouvoir y mettre, puisqu'il y a énormément de place dans cette forêt. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est des idées mélangées, puisqu'on est plusieurs habitants sur le lieu. Et c'est vraiment l'idée d'être dans des projets collectifs, de grandir ensemble. L'abondance, elle est épanouissante parce qu'elle est... c'est une abondance collective, en fait. Elle serait juste pour moi, peut-être qu'elle aurait moins de sens. Mais le fait qu'elle soit collective, il y a quelque chose de très nourrissant et de très fraternel. Finalement, on retrouve notre drapeau français là, dans la fraternité, égalité, liberté. Et finalement, je crois que la réussite occidentale est basée sur la compétition, et qui est complètement incompatible à ces valeurs de fraternité et d'égalité, et donc de liberté par défaut. Et en fait, je crois que c'est vraiment la fraternité au départ qui... moi, c'est ma source d'inspiration, elle part de ma famille. On est 8 enfants. Et notre papa, il nous a enseigné cet esprit fraternel. Et de son comportement avec ses propres frères, il nous a vraiment enseigné cette valeur de vivre ensemble et de grandir ensemble. Et je pense que ça a été une très grande richesse, car nous, les frangins, en grandissant, il n'y a aucun schéma de compétition. On a grandi chacun avec nos différences, et en même temps en additionnant tous nos potentiels, parce qu'il y a cette idée de grandir ensemble, même en ayant notre individualité et même notre autonomie chacun. Finalement, dès qu'il y a un besoin, que ce soit pour bâtir ou pour de la mécanique, il y a différents talents qui fait qu'on peut tout le temps s'additionner. Et finalement, moi, ouvrir le lieu à d'autres humains, aller tendre vers l'accueil, ça a été une logique, puisque je me suis dit, mais plus on va intégrer des talents, et plus on va intégrer cet esprit fraternel, et plus on va pouvoir additionner des talents, et on va plus du tout être dans des schémas de compétition, donc on va grandir ensemble. Et donc voilà un peu le cheminement qui a été fait. Alors je ne sais pas si j'ai répondu correctement, parce que je me disperse tu devances un petit peu mes questions, je t'avoue, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, là, pour revenir à la forêt nourricière, le fait d'intégrer des espèces un peu exotiques, est-ce que ça peut aussi créer des problèmes, je ne sais pas, une sorte d'invasion ou quels sont les points vigilants où tu disais que, du coup, ça fait une très forte croissance, donc c'est assez magique. C'est ça, exactement. Eh bien oui, alors ça c'est souvent une peur qui est soulevée, alors notamment avec le bambou, faut savoir que moi j'ai mis un bambou traçant et c'était l'objectif, hein. L'objectif c'était que la parcelle se remplisse de bambou, et il y a 12 variétés différentes, certaines qui ont plus vocation nourricière avec les pousses de bambou, et d'autres qui sont vraiment plus pour la construction, mais toutes les variétés font les deux de toute façon, et d'autres et aussi comme la parcelle est hétérogène en termes de qualité de foncier, il y a des variétés qui supportent très bien l'eau et d'autres qui supportent plutôt la sécheresse. Donc en fait, le bambou est très riche de vocation. Il y a vocation médicinale pour faire du papier, pour faire du meuble, des instruments de musique. C'est très 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 large, et du textile. Aujourd'hui, c'est beaucoup le textile. Donc ça, en fait, le bambou, il ouvre énormément de possibilités. Moi, je vois œuvrer pour l'éco-construction, l'habitat réversible, mais certainement que pour d'autres du lieu, il va œuvrer dans d'autres sens et dans d'autres possibilités, et c'est ce que j'aime beaucoup chez le bambou. Alors, il y a plein de façons de limiter le côté traçant du bambou. Donc déjà, il faut savoir que c'est une graminée. Donc la première façon, c'est de faire pâturer les 10 mètres autour. Si toutes les pousses sont mangées, en fait, ils ne tracent pas plus loin. Il y a aussi certaines personnes qui font un fossé tout autour de la parcelle, et qui 2 fois par an viennent couper les rhizomes qui veulent s'échapper. Et sinon, il y a la possibilité de mettre des bambous non traçants autour des traçants où les rhizomes ne se mélangent pas. Et donc, en fait, il y a différentes possibilités, en sachant que les barrières anti-rhizomes, en général, ça ne fonctionne pas. Et le bambou va trouver une solution pour passer au-dessus ou en dessous. Et donc, voilà. Et donc, pour le côté... Donc moi, je maîtrise sur 4 hectares pour, en effet, le bambou, il aurait le potentiel à aller sur d'autres parcelles. Donc, il y a des façons de le limiter, et il y a des façons... Il faut savoir qu'avant les périodes glaciaires,
le bambou était très présent en Europe et notamment chez nous. C'est peut-être aussi un cycle qui revient. Je crois que je suis la 4e bambousée en Bretagne. Et donc, c'est peut-être juste un cycle qui revient tranquillement et en sachant qu'il y a aussi le climat qui évolue. Donc, en effet, c'est exotique. Comme le pommier, avant d'être ici, il était exotique. Voilà. Et la plupart des fruitiers qu'on a aujourd'hui chez nous, ils étaient exotiques avant d'arriver. En effet, ce qui est dangereux, c'est de créer de la monoculture d'espèces exotiques. En effet, la faune n'a pas le temps de s'adapter. Et la faune et la flore n'a pas le temps de s'adapter à ces nouveaux individus. Et là, on peut mettre à mal ou à défaut l'équilibre de la nature. Je pense que comme les paulownias, ça représente peut-être 5-7% de la forêt nourricière. Les paulownias sont en effet exotiques aujourd'hui. Donc, je ne suis pas favorable. Aujourd'hui, certains se lancent en monoculture et je ne suis pas très favorable à ça. Après, chacun son expérience, je ne juge pas. Mais en effet, là, on peut mettre à défaut parce que la nature n'est pas du tout adaptée à ce qu'on fasse. Par contre, à mener à petits pas de l'exotisme ne met pas toujours en danger l'équilibre. Quand il y a beaucoup de diversité, en fait, la nature a une forte capacité aussi d'adaptation. Et je pense qu'il faut rester observateur, rester vigilant. Mais il ne faut pas aussi avoir peur du nouveau. Et le lieu, ça s'appelle le Courtil des possibles. C'est aussi un lieu qu'on accepte aussi des fois de se tromper. Donc aujourd'hui, on ne voit pas particulièrement de danger en ça. On en voit une expérience. Et on est aussi prêt aussi à réagir si on voit que ça peut porter à défaut sur d'autres espèces, quoi. Et donc, du coup, tout ça a été planté quand exactement et quand est-ce que tu penses pouvoir récolter tout le fruit de ce travail? Alors, 2 ans, ça fait 2 ans. Donc aujourd'hui, tous les ans, on replante un peu parce que la forêt nourricière, c'est un peu l'idée aussi. Et certaines personnes veulent expérimenter aussi des espèces qui sont moins courantes. Donc c'est aussi le but de la forêt nourricière. Le paulownia, par exemple, lui, c'est tous les 7 à 8 ans, sachant qu'il repousse 8 fois en moyenne. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une culture pérenne. Ça a une capacité de renaître assez incroyable. Et le bambou, n'en parlons pas. Hein. Le bambou, une fois que le champ de rhizome est mature, donc en général, c'est une douzaine d'années à peu près pour le géant. Hein. Pour le bambou géant, c'est beaucoup moins pour le bambou intermédiaire et le petit bambou. Là, une fois qu'elle est mature, la forêt de rhizome, ça pousse à volonté. Donc, en coupant une année, on peut avoir 2 pousses en une année qui sont ressorties. Enfin, c'est incroyable. En termes de production, c'est incroyable. Quand tu dis géant, ça mesure combien? Alors, chez nous, des variétés qui font en Chine, là, autour de 30-40 mètres, chez nous, elles vont faire entre 15 et 20 mètres. Ouais. Ah oui, j'imaginais pas aussi grand. Ouais. Et entre 12 et 15 cm les plus gros de diamètre. Et donc là, combien de temps ça arrivera à 12 mètres par exemple? Moi, les plants, je les ai mis, donc ça va faire la 2e année, et ils avaient 3 ans en général. Donc voilà, dans 6-7 ans, je pense que je vais pouvoir commencer à avoir une récolte intéressante pour construire, pour stocker, et pour faire plein de choses avec le bambou. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, il y a une forme, tu recherches une forme d'autonomie, mais est-ce que le but, c'est aussi d'apporter ce bambou à la commercialisation? Et si oui, à qui? Alors, c'est d'abord l'autonomie, en effet. C'est donc moi et ceux qui m'entourent pour l'éco-construction, mais aussi ceux du lieu qui veulent plus dans le schéma artistique. C'est vraiment de donner cette abondance, accéder à cette abondance pour le lieu. Mais après, au-delà, peut-être que en fait, pour l'équilibre financier, il y aura des ventes extérieures de cannes de bambou. C'est des choses qui ont beaucoup de valeur et qui sont en plein développement. Il y a une usine autour de Rennes qui est en train de se développer. J'ai plus le nom exactement. Mais en tous les cas, c'est vraiment une branche qui est en train d'arriver. Et en effet, aujourd'hui, les coopératives se mettent aussi sur ça. Aujourd'hui, il y a des contrats qui se dessinent. En fait, on peut toujours aussi passer par le schéma de l'agro-industrie. Hein, aujourd'hui, c'est des nouvelles choses qui arrivent dans les campagnes. Moi, j'ai besoin d'être hors contrat. Donc, en effet, je n'ai pas fait sous contrat avec une entreprise ou une coopérative parce que je veux rester souverain.
Mais en effet, aujourd'hui, il y a toujours ces deux possibilités, comme de faire intensivement ou de laisser aussi, ou d'être juste un accompagnant de la nature. C'est toujours une question de choix. Et derrière, oui, il y a des questions financières, il y a des questions... Donc moi, pour la question financière, en fait, l'équilibre financier du lieu aujourd'hui se fait par le développement de l'accueil paysan. Alors, on va en venir juste après. Je me demandais juste ce projet innovant là, de bambou, même si c'est peut-être pas si innovant parce que c'était là il y a des centaines d'années. Comment ça a été accueilli par les personnes du territoire et par tes proches? Alors, très souvent, les gens disent mais comment tu vas faire pour gérer le côté traçant du bambou les gens voient beaucoup comme invasif puisque beaucoup de gens expérimentent dans un petit bout de jardin, mais pas du tout dans ce concept d'être un outil de production pour un... Donc en effet, il y a beaucoup de peur autour du bambou en sachant que chez nous, il ne va pas repousser par les graines. Donc il va pas... les graines qui sont essaimées, déjà, il fleurit en moyenne tous les 80 ans, le géant. Et quand il fleurit, chez nous, les sols ne correspondent pas pour qu'il regerme. Donc, en fait, il va se reproduire que par le côté traçant, par le sol. Donc, il y a beaucoup de peurs autour du bambou qui sont compréhensibles parce que quand on met du bambou dans un tout petit bout de terrain, oui, il est très puissant. Il va chercher à s'émanciper et à se développer. Mais bon, sur le lieu, c'est une des fonctions qu'on recherche, donc c'est complètement un autre point de vue. Mais en effet, il y a beaucoup de questionnements dès qu'il y a du nouveau. Déjà à l'époque, pour dire, même en 2015, j'étais le premier à passer en bio dans mon secteur. Oui, ça crée des peurs, est-ce que les chardons vont aller chez les voisins? Il y a beaucoup de questionnements parce qu'on a normalisé des schémas et puis on a vu certaines plantes comme mauvaises herbes qui ont été définies par le système mauvaises herbes et d'autres. En fait, je pense que c'est le fait de ne pas connaître qui fait peur et ce qui fait qu'on a tendance des fois à rejeter ce qui est nouveau. Et moi, j'ai appris à aussi m'extraire de ça. Les gens où je ressens beaucoup de jugement ou de la peur, je m'en éloigne. Je m'en éloigne pour aller des gens qui accueillent le nouveau, en fait. Et pour pas être freiné en permanence, c'est apprendre à s'asseoir un peu sur son image et accepter qu'on est différent. Et puis aussi, quand on accepte de ne pas être parfait, de se tromper, en fait, la vie est beaucoup plus facile. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc moi, j'ai fait ce chemin-là, pas à pas, et j'essaye aussi, pas à pas, d'être aligné avec mes valeurs profondes, quoi. Et c'est un chemin, c'est pas parfait, et il faut des fois le temps. Il faut traverser des précipices, des fois aussi. Mais quand on intègre du savoir et qu'on apprend de mieux en mieux à se connaître, en fait, la vie, elle devient beaucoup plus fluide et légère. Ouais. Donc, dans tes valeurs, il y avait aussi l'accueil et la transmission. C'est ça. Et donc, tu vas peut-être pouvoir nous parler d'accueil paysan. C'est ça. Qu'est-ce qu'accueil paysan ? Alors, l'accueil paysan, c'est pas du tout répandu en Côte-d'Armor. Enfin, très peu. Il y a quelques structures, mais très peu. Mais c'est extrêmement répandu dans le 35. Donc, moi, je suis limitrophe. Ploumogat, c'est limitrophe au 35. Donc, en fait, je voulais passer mon agrément en tant qu'assistant familial pour accueillir des enfants. C'est une vocation ma maman fait ça aussi depuis quelques années. Et c'est une vocation qui me portait aussi à cœur. Et le fait d'avoir grandi dans une grande fratrie, de m'être occupé de mes jeunes frères et sœurs, il y a quelque chose un art de vivre qui me plaît beaucoup dans ça. Et en fait, quand j'ai passé l'agrément, et une des dames qui m'accueillait, qui était là pour me faire passer l'agrément, qui m'a dit que au vu de mon profil, monsieur, c'est accueil paysan, et je ne connaissais pas. Et donc, je me suis renseigné, et c'est de là que j'ai vu que les valeurs que ça partage, la valeur paysanne qu'ils transmettent, je trouvais ça incroyable. Et surtout, c'est une association qui est en lien avec toutes les structures sociales, les écoles. C'est une structure et qui permet aussi
qui est un peu hors cadre, qui permet aux enfants accueillis ou aux adultes accueillis d'avoir une bouffée d'air, d'être moins sous un cadre institutionnel et d'ouvrir surtout à la nature. Et il y avait vraiment ce côté que j'appréciais, que j'ai beaucoup apprécié. Et finalement, j'ai fait mon chemin qui dure de labellisation, qui dure à peu près 1 an et qui se termine là, dans ce mois de novembre. Donc à partir du mois de novembre, là, je vais pouvoir débuter l'accueil. Et 2 autres personnes sur le lieu qui sont éduques spécialisés de parcours et qui veulent aussi accompagner sur le lieu. Donc le gros atout, c'est que le lieu est labellisé aujourd'hui. Donc il suffit que les humains se labellisent aussi. Et en fait, le lieu est idéal et très grand pour accueillir. Et surtout, on a accès en support à la multi-activité paysanne. Donc on peut faire des journées à thème sur l'abeille, sur le maraîchage. Faire de l'accueil pédagogique. Exactement. Donc c'est social, pédagogique, mais aussi loisir. On peut accueillir des petits camps. Il y a plusieurs possibilités. Super. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce témoignage plein de sincérité et aussi d'espoir, d'espérance. On sent bien qu'à travers ton parcours, il y a une manière d'habiter le monde autrement. Si des auditeurs veulent suivre votre travail et découvrir le collectif, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver ? Alors, il y a une page internet, le Courtil des possibles. Alors, elle n'est pas actualisée, mais elle donne un peu le parcours et le pourquoi. Et surtout, en fait, il y a possibilité, il y a mon numéro sur cette page. Et en fait, beaucoup de gens m'appellent pour venir visiter, pour venir être en lien avec les différents projets, parce qu'il y a différentes dimensions quand même. Et donc, c'est ouvert. Et tout l'été, en fait, toute la belle saison, on fait tous les mois à peu près un petit feu de camp à la guinguette du Courtil, donc qui est aussi sur l'Oasis, auprès du jardin partagé Mandala. Et donc en fait, c'est un lieu qui est ouvert et qui accueille avec grand plaisir, quoi. Bon. Merci beaucoup à toi et puis à bientôt. Merci.